Eh bien, nous voici donc quelques semaines après l'ouverture des discussions à l'Assemblée nationale autour du projet de loi qui prévoit d'élargir le mariage aux couples homosexuels ou au mariage pour tous. Enfin bref, nous avons eu ce matin envie d'analyser avec un peu de recul, si tant est qu'il y en ait, puisque des manifestations très nombreuses sont encore annoncées pour ce week-end. Nous avons eu envie de comprendre un peu au fond les enjeux et les passions que ce débat ne finit pas de susciter à l'Assemblée, dans les médias ou dans la rue. Presque chaque jour voit son lot de déclarations enflammées dans un sens ou dans un autre. Et donc, on s'attend déjà à plusieurs manifestations contre la loi dans diverses villes de France demain et dimanche. Alors que selon l'INSEE, le mariage a reculé en France depuis 1990, moins 50 000 par an, que les divorces augmentent de 15% depuis l'année 2000. On peut aussi se demander de comprendre si ce projet de loi n'était pas au fond révélateur de la persistance de valeurs que l'on croyait en perdition. Le mariage est-il encore le socle vraiment de notre société? C'est une des questions qui se posent, mais aussi celle de l'acceptation et de la représentation de l'homosexualité en France d'hier à aujourd'hui. Nous recevons pour parler de tout cela Elisabeth Roudinesco, bonjour. Bonjour. Psychanalyste, spécialiste de Freud. Vous avez été auditionné la semaine dernière à l'Assemblée nationale lors des consultations pour ce projet de loi. Je rappelle que vous étiez l'auteur en 2002 chez Fayard de La famille en désordre. Et puis nous recevons également, parce que tout cela se passe au fond dans un contexte assez particulier, mais il y a en ce moment, depuis une semaine, qui fait son petit bonhomme de chemin dans les salles de France et de Navarre, un film au ton très calme, Les Invisibles. Bonjour Sébastien Lifshitz. Bonjour. Vous en êtes l'auteur et le réalisateur de ce documentaire qui connaît donc un beau succès. Vous êtes venu avec un de vos personnages du film, un peu frigorifié. Réchauffez-vous, Monique Isselet. Bonjour à vous. Bonjour, merci. Vous êtes une des protagonistes du film. Dites, je disais, débat houleux, film calme. Vous l'avez conçu calme dès le départ, ce film qui pourtant soulève et parfois ravive des souvenirs. Personne, on va dire c'est les seniors, les homosexuels et homosexuels seniors qui se trouvent un peu partout en France et qui ont par moments connu des parties houleuses de leur vie, mais qui aujourd'hui sont plutôt très calmes avec ces questions-là. J'avais pas d'idée préconçue, le film a vraiment trouvé son ton en fonction des témoins, si vous voulez. Et donc c'est pas tellement moi qui ai décidé dès le départ que ça serait un film qui se ferait dans la bataille, qui mettrait en avant des figures en colère ou revendicatrices, non. Finalement, je crois que le film est assez divers. On a quand même des personnalités qui sont certaines militantes, d'autres absolument pas, qui se sont construits soit à côté de l'histoire, et d'autres qui, au contraire, ont essayé totalement de se mêler aux événements de chaque époque. Et on voit comment ces événements, de l'intérieur, de la manière... comment ces événements, en tout cas, ont bouleversé leur vie, ont vraiment transformé ce qu'ils étaient. Les événements, entre autres, de mai 68. Le choix de sortir ce film aujourd'hui est un pur hasard avec le calendrier de ce projet de loi? Totalement, parce qu'en fait, quand on date la sortie d'un film, on le fait pratiquement 6 mois en avance, en fait. Et on ne savait pas du tout à ce moment-là quel serait le calendrier politique. On ne savait même pas encore que le président de la République s'appellerait François Hollande? Exactement. Monique Isselet, pardon. Quand vous avez vu arriver ce jeune cinéaste, Sébastien Lifshitz, vous avez réagi comment au départ? Vous vous êtes dit, oh là là, il faut que je déballe tout. Ça a été facile ou pas forcément? Très facile. L'écoute de Sébastien est particulière. J'ai eu aucune contrainte, aucune peur. D'ailleurs, je me rends compte que je suis allée très loin dans mes confessions, parce que c'était naturel avec Sébastien. Sébastien a une écoute particulière. Il n'est pas directif. Donc, voilà. J'ai été contente de participer à ce film. Pourquoi il vous a choisi? Comment il vous a rencontré? J'ai été présentée à Sébastien dans le monde homosexuel, dans lequel j'ai gardé quelques attaches, et j'ai été recommandée par une amie à moi. Et Sébastien est venu chez moi, j'ai parlé, il avait un crayon et un carnet, et il avait surtout, j'ai compris tout de suite, une écoute sensationnelle, et j'ai été heureuse de replonger dans ces années lointaines, et avec Sébastien, ces années sont là. Voilà, moi, avec Sébastien, j'ai un second souffle. C'est sûr que j'habite ces années-là. C'est une grande aventure. Je pense que pour chacun de nous dans ce film, ce serait le même témoignage.
Je vois bien, j'ai vu le film 5 ou 6 fois parce que vraiment je peux plus m'en passer. J'aime tellement les autres. Je voudrais les connaître, je les connais pas. Pardon. Et puis vous aimez bien vous regarder aussi un peu. Non, c'est un sacré non, numéro. c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Même j'en ai marre. Mais le film continue à me surprendre parce que j'y vois des choses que j'avais pas vues dans un premier temps. Il est très très, comment dire, il prend tout son temps, ce film. Par exemple, le berger, il parle pas tout de suite, le berger. Déjà, on voit le paysage, on voit les chèvres qui regardent d'ailleurs Sébastien, parce que Sébastien filme les animaux comme il filme les gens. Oui, les chèvres nous semblent, participer et être d'accord pour témoigner aussi. D'ailleurs, elle témoigne. Que tout va bien. Voilà, tout va bien. Au fond, que tout va bien. Oui, parce que Sébastien Lifshitz, pour encore préciser d'un mot, vous êtes allé au fond à rebours de tous les clichés qui ont lieu quand on veut parler du mariage homosexuel, des homosexuels en général. Il n'est pas question là de voir de jeunes hommes en maillot de bain fluo arborer de magnifiques six-pack ou de jeunes femmes qui seraient à moitié nues sous une veste smoking Saint-Laurent. Non, déjà, ils sont pas jeunes. 2, ils sont pas musclés. Et 3, ils sont à la campagne. Ça fait pas la couverture de Tétu, ça, hein? Non, pourtant Tétu a fait 6 pages dessus. C'était une taquinerie. Non, mais tout de même, alors. Donc tout est possible. Non, mais c'est bien aussi que les choses changent et que on en a peut-être un peu marre aussi qu'on nous rabâche tout le temps les mêmes images, les mêmes modèles, et qu'on peut essayer justement d'aller un petit peu à côté et d'écouter, filmer des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire, ils portent à la fois une mémoire, mais mon projet était aussi de les filmer aujourd'hui. C'était pas que raconter le passé, c'était aussi les voir dans le temps présent de leur vie, voir qu'est-ce que c'est que l'amour du grand âge, la sexualité, cette parole aussi extrêmement libérée qu'ils ont. C'est ça qui m'intéressait. Alors, Elisabeth Roudinesco, vous avez vu le film. Oui. Qu'avez-vous appris de voir tous ces vieux PD à la campagne? D'abord parce que ce sont des gens qu'on n'avait jamais vus. C'est invisible, c'est-à-dire d'habitude dans les documentaires sur l'homosexualité, c'est plutôt des personnalités un peu célèbres qui témoignent. Il y en a eu beaucoup. Oui, il y a le glamour de toujours le Cocteau. Là, c'est tout à fait autre chose. Jean Marais, c'est déjà un peu vieux d'ailleurs. C'est la France de pardon, un peu. Hein. Moi, j'ai retrouvé, j'appartiens pas ni à la génération de Sébastien, ni à la génération de Madame, mais j'ai retrouvé évidemment une histoire que je connaissais pour avoir bien étudié l'histoire de l'homosexualité. Tout ça ne m'est pas étranger du tout. Mais ce qui est en fait caractéristique pour cette génération, c'est un film en effet très calme, mais la vie que chacun raconte n'est pas calme du tout. Donc ça n'a pas été calme. Et ce que ça montre, on peut le dire, c'est qu'il a fallu un combat. Et d'ailleurs, tous dans ce film ont eu un combat. D'abord pour la dépénalisation. Ça, c'est important. Il y a quand même des petits rappels subtils dans le film qui montrent qu'effectivement, le chemin a été semé d'embûches. Alors, en outre, il y a les femmes et les hommes, parce que c'est pas la même chose. C'est donc un film et sur des femmes homosexuelles et sur des hommes homosexuels ils se ressemblent pas. C'est pas le même combat. On a vu aussi pour la dépénalisation, c'est surtout pour les hommes et surtout ce qu'on voit très bien en ce qui concerne les femmes. Ça a été, c'est lié en effet à la bataille pour le droit à l'avortement, pour la libération sexuelle, c'est-à-dire la possibilité en effet d'avouer une homosexualité qui restait, je dirais, refoulée, alors que chez les hommes elle restait cachée. Hein, c'est un petit peu différent. On voit le passage à part une ou deux femmes, mais on voit la manière dont elles acceptent leur homosexualité. Et si vous voulez, quand on voit ça, on se dit, il faut des droits, il faut la loi. Il faut ces combats-là pour arriver à une sorte de normalisation aujourd'hui de l'exualité. Mais il y a beaucoup de souffrances. Hein. C'est calme, mais c'est des souffrances passées qui sont évoquées par ces témoignages. Le rôle d'un GLH, c'est pas simplement de créer un lieu chaud, de rencontres, etc. C'est aussi quelque chose qui interpelle les homosexuels pour qu'on sorte du ghetto. Parce que si, ensemble, on s'organise pas pour parler fort, exiger un certain nombre de choses et s'imposer, il se passera rien. Plus on se cache, plus on coule. Enfin, il faut se le dire, si on est repéré, hein, les autres vous pistent et vous ratent pas. Si on commence à le dire et à le vivre ouvertement, il se crée un peu le vide. Et puis après, quand ça s'arrange, parce que ça s'arrange, on tisse des liens avec des gens beaucoup plus agréables. Au lieu qu'il y ait le mur du silence, le mur de la clandestinité qu'on avait avant, il y a des liens qui se tissent, mais il y a autre chose qui se passe. De nouveau, c'est qu'on devient en permanence l'homosexuel.
Voilà, ça c'est un témoignage à la fois doublé d'une archive, dans le film de vos témoins, Sébastien Lifshitz. Monique Isselet, c'était différent de vivre son homosexualité quand on était une femme que quand on est un homme, à ce moment, au moment dont parlait justement Elisabeth Roudinesco, vous sentiez qu'il y avait de vraies différences, de vrais combats totalement différents à mener? Une vraie différence, oui. D'abord parce qu'on n'est pas pareil, et les hommes étaient plus en avant. Ils avaient, je sais pas comment dire, c'est le reflet de la société. Les hommes, on les a vus les premiers, ils se sont organisés, ils étaient nombreux. Nous, en tant que femmes, déjà, il fallait, en tant que femme, on n'a pas la langue facile. Donc c'était déjà, au départ, c'était différent. Et puis, on se fréquentait pas, voilà. On se fréquentait pas. Et pourquoi ça? Je sais pas. Les PD n'aiment pas les gouines. On était complices. Ah non, c'est pas pour ça. On était complices dans le fait qu'on était rejetés de la même façon par la société, mais on n'est pas pareil. On n'est pas. Mais il y avait quoi? Alors cela dit, Sébastien Lifshitz, est-ce qu'il y avait une sorte de défiance malgré tout sur les actions à mener qui n'étaient pas forcément les mêmes? Non, pas une défiance. Non, on les regarde. Une indifférence. On était. Une indifférence, alors que la cause était commune pourtant. Non, une indifférence dans la manière de mener le combat. Moi, j'étais militante au moment des Gouines Rouges, des lesbiennes, c'est-à-dire avant le MLF. Le MLF, c'était tout de suite après. Mais pendant 1 an ou 2, on n'était pas très nombreuses, mais très actives. On avait des actions dehors. On est allé à Rome, on est allé à Londres, et puis surtout, on avait des actions dans Paris. On avait, par exemple, je me souviens que on s'est un jour précipité rue Saint-Denis. On a pris, enfin moi j'étais pas dans l'action directe, mais j'ai vu mes camarades prendre les poupées gonflables pleines de trous, les envoyer en courant, parce que 68 n'était pas très loin. Ouais. On était encore en basket, et on a couru jusqu'au boulevard Sébastopol. On a arrêté la circulation, voilà ce qu'on était capable de faire. On a mis le feu, de l'essence, du feu, et on a crié « la pornographie, ça pue ». Les lesbiennes n'aiment pas la pornographie. Voilà la déviance pour nous, la pornographie. Hein, c'est pas d'être... La déviance, c'est pas d'être homosexuel. Mais qu'est-ce qui vous a fait? Est-ce que vous vous souvenez du déclic? Le jour où vous vous êtes dit « il y en a assez d'être discriminé, de se planquer, je vais passer du statut d'invisible ou caché, planqué, à celui de visible ». Qu'est-ce qui fait qu'un jour, voilà, vous vous êtes dit je vais y aller? Mais moi, j'ai milité depuis toujours pour une survie. Je veux dire, il m'a fallu toujours militer. Ça s'appelait militer, c'est-à-dire que je cherchais le contact des gens qui étaient des filles qui n'étaient pas comme moi pour discuter. C'est quoi l'homosexualité? C'est quoi l'hétérosexualité? Mais voilà. Il y avait déjà votre mère qui n'était pas très d'accord non plus. Bien évidemment, ma mère non, mais je discutais peu avec ma mère. Ma mère, je respectais cette posture qu'elle avait de quand son enfant. On peut pas. On a trop peur de l'avenir de son enfant. L'avenir, il était quoi pour cette femme qui était du temps des hommes? Ma mère aimait les hommes et elle les estimait. Les hommes avaient leur place dans leur société. Ils faisaient des enfants aux femmes, c'était normal. Moi, j'arrivais avec un autre avenir. Mais quel avenir? Préoccupé. Alors, ce qui distingue les temps que vous nous décrivez de ceux d'aujourd'hui, c'était pas de revendiquer au fond de la normalité, c'était de revendiquer qu'on vous laisse vivre comme vous aviez envie de vivre. Comment voyez-vous aujourd'hui, et ce que dénoncent certains, y compris chez les homosexuels, que cette demande du mariage soit une demande de normalité? Ça me fait réfléchir parce que pendant tant d'années, mon combat, il était le droit à la différence. Être accepté, et je suis un parfait exemple d'intégration. J'ai lutté dans la société, j'ai lutté au Larzac, enfin je suis allé souvent, je suis allé aussi à Lip, enfin bon voilà. Toutes ces actions militantes, je les ai menées avec les autres. Mais quand il s'agissait d'une vie privée, d'échanger d'échanger la vie privée, j'étais au niveau d'une demande d'explication, voilà. Je m'expliquais, parce que pour moi, pardon. Non, je vous en prie. Oui. Pour moi, comment dire, c'était tellement pour moi, il n'y avait aucune remise en question possible pour ce qui était de mon désir. Le désir, je le connaissais depuis toujours. Je veux dire, je crois que les homosexuels savent très tôt qu'ils seront homosexuels. Oui. Ça se passe pas toujours bien. Il y a du refoulement, ce qui provoque, hélas, à ce moment-là, des symptômes graves. Je veux dire, moi, je suis une rescapée d'une
psychanalyse lacanienne. Donc, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai quand même étudié sur mon divan. 7 ans, voilà. C'est pour ça que je suis au point quant à mon identité, en plus. Rescapé, bon. Un tout petit mot, Isabelle Ridesco, nous arrivons au bout de la première partie. Si on veut replacer tout ça dans l'histoire... Et on aura le temps d'y revenir dans le débat à 8h15. Hein. Non, mais c'est sûr que la première étape, c'est évidemment la reconnaissance de ne plus être un paria. Ça fait quand même 2000 ans où l'homosexuel était considéré comme un paria, comme contre-nature, comme un dégénéré, etc. Et évidemment, à partir du moment où c'est dépénalisé, à partir du moment où il y a eu toutes ces luttes qui ont été conquises, c'est comme les luttes contre le racisme, c'est comme les luttes contre l'antisémitisme, ne plus être le paria. À partir de ce moment-là, il y a une normalisation qui s'opère, et évidemment, les homosexuels d'aujourd'hui ont d'autres désirs, hein, puisque maintenant, il n'y a plus la répression par rapport à ça. Donc, ils s'interrogent sur... À 8h18, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Vous avez été bloqué dans les glaces, Brice, ce matin, donc vous êtes... Vous savez, j'habite dans un village lointain et on ne peut plus sortir de chez moi parce que c'est bloqué par la neige pour l'instant. Donc vous êtes en même temps, vous allez pouvoir faire un bonhomme et je suis très jaloux de votre situation, évidemment. Bon, c'est à vous, Brice, pour votre chronique, bien sûr. Merci, Marc. Que des homosexuels souhaitent en quelque sorte normaliser leurs relations et intégrer une institution qu'ils avaient eu d'autant plus tendance à moquer qu'ils en avaient été exclus depuis sa fondation, le mariage, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour la solidité de cette institution. Que des couples homosexuels pérennes puissent bénéficier des mêmes droits civils et sociaux que les couples hétérosexuels, pension de reversion du conjoint, survivant, héritage, etc., me paraît difficilement contestable. Comment refuser à celui ou à celle qui a partagé votre vie les droits qui lui permettraient de la finir dignement sans vous, si seulement il avait été du sexe opposé ? C'est pourquoi sans doute, le dernier sondage en date sur ces questions, IFOP au mois d'octobre, montre l'existence d'une majorité assez conséquente, 61%, en faveur du mariage homosexuel. Par contre, on assiste à un assez net retournement de l'opinion sur la question de l'adoption d'enfants par les couples du même sexe. Une majorité, 52% des sondés, y est désormais hostile. Cette hostilité, que le gouvernement serait bien inspiré de prendre en compte, doit beaucoup aux prises de position de psychiatres, de psychanalystes, de penseurs de la sexualité, parfois classés à gauche, qui ont défié les arguments faciles du boboïsme médiatique. Cela leur a valu anathèmes et insultes, car l'intolérance et le refus du débat sont monnaie courante dans le camp d'en face. Alors, quelques exemples de ces penseurs de la sexualité qui sont contre l'homoparentalité, ce qu'on appelle ainsi. Le docteur Pierre Lévy-Soussan, spécialiste des questions d'adoption, dénonce le passage dans le langage courant du terme homoparentalité. Je le cite, dépourvu de sens du point de vue psychique comme biologique. L'utilisation de cette novlangue, il poursuit, pour désigner des situations multiples, enfants nés d'une union sexuelle antérieure ou par adoption, aide médicale à la procréation, dit-il, déqualifie son objet pour le rendre maniable à d'autres logiques. Et encore, les enfants dans une situation homme, femme, enfant sont mieux protégés sur le plan psychique que dans toutes les autres situations. Ou encore, pour se structurer, un enfant a besoin de la différence des sexes. La reconnaissance par la loi de deux parents du même sexe reviendrait à dire qu'elle n'existe pas ou qu'elle ne compte pas. Même idée chez le pédopsychiatre Christian Flavigny, responsable du département de psychanalyse de l'enfant à la Salpêtrière. Je le cite, « Dire à un enfant qu'il est né de leur relation amoureuse de deux adultes du même sexe, c'est introduire un faux dans sa filiation. Plaquer un mensonge sur son origine. Tout enfant sait qu'il est né de l'union d'un homme et d'une femme, qu'elle soit fugace ou pérenne, naturelle ou médicalement assistée. » Jean-Pierre Winter, psychanalyste, président du mouvement du coup freudien, qui vient de publier d'ailleurs un excellent livre intitulé « Transmettre ou pas », dit de l'homoparentalité, je le cite, « L'enfant devra démêler une question difficile, celle d'être le produit du désir de deux personnes qui ne peuvent pas engendrer. Dans cette situation, comment arrivera-t-il à définir ce qu'il est ? » Enfin, Sylvia Nagasinski, philosophe, la distinction entre les sexes, je la cite toujours, la distinction entre les sexes est fondamentalement relative à la procréation, disait déjà Platon, et elle n'est nullement remise en cause par les formes du désir et du plaisir sexuel. Face à la procréation, c'est le sexe de l'individu qui importe, et non les pratiques sexuelles. Il s'agit d'inscrire l'enfant dans l'ordre de la génération sexuée et de ne pas faire de lui un produit fabriqué à l'aide de matériaux biologiques anonymes. La filiation est
universellement bilatérale, un côté masculin, un côté féminin, parce qu'elle reproduit la structure de la génération sexuée. On est père ou mère en fonction de son sexe et non pas de sa sexualité. Et encore, le mariage repose encore sur l'union de deux sexes en raison de leur complémentarité dans la génération. Fin de citation. Certains hommes politiques de gauche ont fait connaître leurs réserves, comme Lionel Jospin, Elisabeth Guigou ou Bernard Poignant. Laurent Bouvet a écrit de son côté « Le gouvernement a ouvert une boîte de Pandore. L'élite socialiste n'imagine pas combien, sur ces questions, la société, les élus de province, ne sont pas en phase avec elle. » Enfin, je recommande 2 lectures à ceux qui veulent réfléchir hors des slogans faciles. Le débat figurant dans le dernier numéro de la revue Esprit sous le titre « Les controverses du mariage pour tous étant mis entre guillemets, et surtout le document de 25 pages envoyé au président de la République par le grand rabbin de France, intitulé « Mariage homosexuel, homoparentalité et adoption, ce qu'on oublie de dire ». Ce texte est disponible sur Internet et il est sans doute la charge la mieux argumentée contre ce qui se prépare. Même les catholiques le reconnaissent. Merci Brice Couturier, votre chronique à retrouver sur franceculture.fr. Je vous ai vu lever 1 puis 2 sourcils. Elisabeth Rodinesco ? Oui, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ces positions-là. D'abord, je voudrais dire que ces psychanalystes ne représentent qu'eux-mêmes, que je pense qu'une majorité de psychanalystes, il y a d'ailleurs une pétition de 1500 psychanalystes d'une autre génération d'ailleurs, favorable à cette loi. Donc évidemment, le milieu est divisé, mais c'est toujours les mêmes, avec toujours les mêmes arguments. Et ce qui est intéressant, c'est de voir... Ils ne sont pas totalement absurdes, ces arguments. On peut considérer la question du père et de la mère. Je vais essayer de vous expliquer très vite. Ça fait un siècle que chaque fois qu'il y a une loi nouvelle en faveur d'une émancipation, on brandit l'apocalypse de la fin de la famille, il n'y aura plus de différence des sexes. La terreur de l'abolition de la différence des sexes est absolument récurrent. Les démographes de la fin du 19e siècle disaient « Si les femmes travaillent, ça abolira la différence des sexes, elles ne feront plus d'enfants, donc il n'y aura plus de famille. » Bien. Ça ne s'est pas passé. Ça a été exactement les mêmes débats sur l'avortement. Si elles ont le droit alors il n'y aura plus de famille, etc. Au moment du vote du Pacs, c'était la même chose. Ça va ouvrir au mariage. Bien entendu que ça allait ouvrir au mariage. On a essayé de faire le Pacs pour ne pas ouvrir au mariage. Et à ce moment-là, les mêmes qui aujourd'hui sont pour le Pacs et contre le mariage et contre l'adoption disaient on est contre le Pacs, ou alors on disait ça n'ouvrira pas. Ça ouvre forcément. Et ces gens sont déjà vaincus, parce que ces lois passeront. Elles passeront pour la simple raison, d'abord que, à partir du moment où les homosexuels sont dépénalisés, vivent en couple, il est logique que le désir d'enfant qui avait été refoulé fasse surface. Ça nous a tous surpris. Moi-même, en 97, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Après avoir lutté pour la dépénalisation, ils veulent rentrer dans l'ordre familial. Et quand on est un petit peu curieux et qu'on s'interroge, au lieu de plaquer une conceptualité qui n'a rien de freudienne d'ailleurs, et qui repose sur le seul argument de l'existence anatomique des sexes comme seule composante de l'humanité, évidemment, ça ne tient pas debout. Alors, d'autre part, dans ces arguments, on prend quand même les homosexuels pour des idiots. Ils ne vont pas raconter à leurs enfants que leurs enfants sont nés de leur couple. Il faut pas, c'est aberrant. On les prend pour des pervers, pour des idiots. C'est le contraire qu'ils font. Ils expliquent d'où viennent ces enfants. Ils expliquent la différence biologique avec l'adoption. Ils expliquent toujours qu'ils sont deux parents qui s'aiment et ils ont d'ailleurs des problèmes, hein, c'est pas du tout simple. Madame disait tout à l'heure, je suis une rescapée d'une analyse lacanienne. Elle m'a expliqué que l'analyse avait été formidable pour elle parce que, justement, ça lui avait permis de sortir de ses problèmes. Donc, vive la psychanalyse, madame, la bonne, pas celle des répressifs. Et donc, cet argument ne tient pas. D'autre part, toute cette histoire de différence des sexes, au contraire, l'avènement des couples homosexuels désirant des enfants a permis d'ouvrir la vérité davantage. Je m'explique. Comme vous savez, l'insémination artificielle, avec donneur anonyme, a été très longtemps cachée. C'est-à-dire, on cachait aux enfants leur origine. Or,
aujourd'hui, dans un même mouvement, ce sont toutes les lois de la famille qui sont en train d'être modifiées tranquillement. Ça se fera, hein, ne vous faites aucune illusion. Et aujourd'hui, tous les enfants conçus comme ça veulent connaître l'origine biologique. Donc on est en train d'ouvrir quelque chose de tout à fait nouveau, qui est la connaissance d'une origine biologique. Ça ne veut pas du tout dire la connaissance du père, parce qu'un donneur de sperme ne sera jamais un père. Hein, ça, on est bien d'accord. Mais la connaissance de l'origine biologique, les enfants veulent la savoir. Donc c'est le contraire qui est en train de se passer. Il n'y aura pas de mensonge, mais au contraire, ce mouvement des homosexuels voulant devenir parents a aidé à l'ouverture de la connaissance des origines. Donc pour vous, enfin je vais lui donner la parole à Brice, qui j'imagine veut réagir, mais enfin, donc pour vous, pas de déstructuration de la famille, pas de perversion, des modèles de représentation et d'éducation, l'autorité du papa, l'autorité de la maman. Non, tout ça existe, mais ce que la question oedipienne, c'est une mauvaise interprétation du complexe d'Oedipe. C'est de la psychologie de bazar, tout ça. Un substitut peut jouer exactement le même rôle qu'un père ou une mère. Autrement dit, ce qu'on sait, c'est que pour un enfant, et surtout pour un nouveau-né, un attachement primordial à quelque chose de positif est absolument nécessaire. C'est évidemment la mère, naturelle. Mais ça peut être quelqu'un d'autre. J'ai pris l'exemple de Jean Valjean, exprès, à l'audition à l'Assemblée nationale. Si c'est un garçon, ça peut marcher quand même. Évidemment. Oui, mais Jean Valjean, c'est du roman, c'est Victor Hugo. Mais attendez, c'est du roman. Enfin, les romans disent quelque chose de nos vérités, quand même. Donc, si vous voulez, bien entendu, ma mère a travaillé toute sa vie sur les enfants abandonnés. Et ce qui a été démontré, c'est que c'est l'abandon qui est une catastrophe. Mais le problème, c'est que cet attachement, ça peut être une personne qui est substituée. Alors, ça peut être évidemment un homme, ça peut être une femme. L'idéal, c'est évidemment qu'il y ait 2 parents. Mais si on peut aussi être un enfant formidable qui se développe, etc., en n'ayant qu'un seul parent. Alors, sinon, on va condamner toutes les familles monoparentales. Je voudrais qu'on laisse la parole à Brice. Brice. Oui, je vais faire entendre une voix un peu discordante, excusez-moi. Vous me dites ça passera parce que c'est le progrès. Il faut voir qu'en Californie, ça s'est passé et puis un référendum l'a aboli. Donc on peut faire un pas en avant et un pas en arrière. Après tout, la France était très en retard sur les programmes d'eugénisme dans les années 30 et 40 et aujourd'hui elle s'en félicite. Alors que des pays comme la Suède ou l'Allemagne étaient eux très en avance sur l'eugénisme. Donc je veux dire, l'idée qu'il y a des progrès qui sont inéluctables me paraît une idée suspecte. Par ailleurs, je ne comprends pas du tout comment des gens qui se réfèrent à la pensée de Freud peuvent faire le deuil du complexe d'Oedipe qui était absolument fondamental dans la psychanalyse. La confrontation avec le parent du même sexe et le désir avec le parent du sexe opposé et le désir du parent du même sexe est constitutive à la formation psychique de l'individu d'après la psychanalyse. Je vois pas comment on pourrait dire on va trouver un substitut hors de la famille. À ce moment-là, on peut aussi inventer que ça peut être l'acteur de cinéma préféré qui jouera le rôle du père ou de la mère symbolique. Oui. Enfin, tout ça est vraiment un peu bizarre par rapport aux fondamentaux de la psychanalyse. D'autant que la différence des sexes, pour Freud, si je me souviens bien, elle est constitutive du principe même de réalité. Et il me paraît très significatif qu'aujourd'hui, précisément, on veut nier cette différence des sexes dès la cellule familiale, parce que précisément, nous sommes dans une société qui nie le principe de réalité, qui voudrait s'en débarrasser. Et je pense que ça, c'est un des arguments qui est développé, par exemple, par Michel Schneider et que je trouve extrêmement convaincant. Elisabeth... tous les psychanalystes, tous les psychiatres qui sont hostiles. Cher Brice Couturier, je vous remercie de me faire une leçon de freudisme. Si vous aviez lu ce que j'ai écrit dans La famille en désordre, où il y a évidemment 100 pages consacrées à la question d'Oedipe, je montre très bien que une des grandes dérives d'un certain nombre de psychanalystes, c'est une lecture calamiteuse du complexe d'Oedipe et sa psychologisation. Ce que Freud a apporté de génial, c'est l'idée d'introduire la tragédie grecque, c'est-à-dire un destin dans la vie des sujets modernes. Ça a été un grand geste. Je vous rappelle que Freud n'a jamais écrit une ligne sur le complexe d'Oedipe. Il a considéré que c'était son apport majeur, mais si on regarde bien les textes, il n'y a pas de texte de Freud qui s'appelle le complexe d'Oedipe. On a transformé toutes ces... Il y en a question tout le temps, par ailleurs. Non, peut-être, mais permettez-moi, peut-être vous connaissez formidablement bien l'œuvre de Freud, sauf que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Alors,
par ailleurs, jamais Freud n'a pris des positions, ne faisons pas d'anachronisme, mais par rapport à son époque... Je vous laisse conclure, puis on va revenir au film. On va revenir à ça. Ne faisons pas d'anachronisme. Freud a été un conservateur éclairé, libéral. Il était passionné par toutes les formes de sexualité, et je pense qu'aujourd'hui, il serait tout simplement curieux de connaître ces nouvelles formes de famille, et non pas dans une condamnation radicale au nom de concepts. Quand des concepts ont été déformés de la façon dont l'on fait beaucoup de psychanalyse avec cette psychologie de bazar, et qu'une réalité se présente, et qu'elle contredit ce qu'on croit être la conceptualité, alors il faut aller vers la réalité. Et Freud a toujours été, je dirais peut-être un chercheur expérimental. Quant à et donc, il faut tenir compte de cette réalité. Ça nous interroge. Et au lieu de condamner au nom des concepts, on modifie la lecture des concepts. Et il y a dans Freud tout ça. Je viens de préfacer la correspondance de Freud avec sa fille. Il a été d'une très grande tolérance puisqu'elle était homosexuelle. Pas du tout comme aujourd'hui, bien entendu. Enfin, son homosexualité s'est révélée dans l'analyse qu'il a fait d'elle, d'ailleurs, et il a toléré qu'elle élève les enfants de sa compagne. Donc, il faut maintenant réfléchir à l'interrogation, et il ne faut pas condamner, il faut réfléchir. Alors maintenant, que les homosexuels feront des familles comme les nôtres, ça sera ni mieux ni moins bien. Voilà. Et laissons-les faire cette expérience. Et il n'y a jamais eu, et Dieu sait si j'en ai rencontré, il n'y a pas de négation de la différence des sexes. Et d'ailleurs, encore un mot, c'est pas seulement sur la question de l'adoption. Un couple homosexuel, c'est pas un couple de deux mêmes. C'est un type de différence différente, si je puis dire. Autrement dit, on ne peut pas ramener l'humanité à la simple différence anatomique. C'est ce qu'on a appelé le genre. Mais ça existe. Ce sont deux personnes différentes. Et s'ils élèvent des enfants, ils seront deux personnes différentes dans la relation avec ces enfants-là. Monique Isselet qui bout de parler. J'entends une grande logique et je suis presque convaincu quand j'entends Elisabeth. Oui, ça, j'en suis presque convaincu. Mais pas totalement. Parce que ce nouveau besoin... Moi, attention, je vais parler à partir des années que je rappelle que vous êtes un des personnages des Invisibles de Sébastien Lifshitz. Voilà. Je parle avec mon passé qui est maintenant présent, grâce à Sébastien. Ce passé est maintenant revécu dans du présent. Ce nouveau désir qui me paraît, qui m'interroge, c'est ce désir d'être comme tout le monde. Et ça veut dire en passer par le mariage, comme tout le monde. Ce désir d'être comme tout le monde. Alors qu'à une époque, la revendication homosexuelle n'était pas celle-là. Il ne s'agit pas d'être comme tout le monde. Il ne s'agit pas. Il y avait une sorte de fierté d'être un peu Toutes les minorités apportent aux sociétés, ont leur place dans les sociétés. Et quand le régime n'est pas totalitaire, le régime, la société se sert de ces minorités pour faire de la diversité. Ça enrichit une société. Donc moi j'ai toujours défendu cette marginalité. Voilà, maintenant, comme tout le monde... Vous n'aviez jamais pensé à vous marier, vous, par exemple, à dire on va se marier? Par contre, le Pax, oui. Non, la question ne se posait pas. On n'avait pour les enfants pas aucune condition d'accueil. Il fallait y renoncer ou devenir hétérosexuel. Là, je reconnais bien qu'il y a eu probablement beaucoup de refoulement du désir d'enfant. Je ne connais pas, mais d'autres ont dû connaître ce refoulement. Pardon, on a le droit de ne pas vouloir avoir d'enfants et de vivre comme j'espère. Évidemment. Sébastien Lifshitz, sur cette question? J'espère qu'on a le droit de vivre. Pardon. La nouvelle loi n'enlève rien à personne. Je veux dire que chacun peut vivre son homosexualité comme il l'entend. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec les nouveaux travaux, d'ailleurs de psychanalystes ou d'anthropologues, on parle des homosexualités. Et donc, voilà, je voudrais encore dire une chose sur la question du progrès. Je ne suis pas une progressiste délirante. Et en tant que freudienne, si je peux me permettre, Freud est un penseur des lumières sombres. C'est-à-dire, il sait très bien que c'est toujours un pas en avant, puis un pas en arrière, puis un pas en avant, un pas en arrière. Il n'y a qu'à voir les révolutions arabes. C'est un pas en avant, un pas en arrière. Bon. Donc c'est exactement la même chose. Moi je dis ça se fera avec des avancées, des reculs. Mais l'histoire de la famille, plus que du mariage, dépassons. Vous dites qu'elle a toujours été au fond en désordre, y compris au fond la vôtre, si on prend votre propre biographie. Oui,
Non, mais moi, C'était le bazar hein, chez vous. Non, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui m'a rendu assez sensible à tout ça? Quand j'étais à l'école et que j'étais enfant dans la grande bourgeoisie du 8e arrondissement, j'étais la seule enfant dont la mère était chef de service, grand patron d'hôpital, une mère exceptionnelle. J'étais la seule enfant de parents divorcés. J'avais donc 2 pères avec qui je m'entendais très bien et ma mère. Et puis j'étais une enfant de vieux, puisque j'étais née tardivement. Mais qu'est-ce qu'on prenait à l'école? Sauf que on m'a appris à me défendre, donc j'ai jamais été victime d'aucune discrimination parce que on m'a appris à me défendre. Et il est clair que pour les parents homosexuels, pour la première génération, ils doivent apprendre à leurs enfants à se défendre contre les moqueries, tout ce qui est minoritaire, voilà. Daniel Salnave, vous avez vu le film aussi, hein, oui, j'ai vu ce film hier soir, j'en suis sorti bouleversé, et je voudrais le revoir autant que possible une fois ou deux. Je trouve ce film absolument admirable, et esthétiquement parfaitement réussi, et c'est pas de l'esthétisme, justement. Je trouve que la présence de la nature autour de ce berger, la présence de la ferme autour des 2 femmes qui va donner des arguments à ceux qui disent que c'est des risques de zoophilie. Je voudrais simplement dire à Brice, il n'est pas là, je voudrais simplement dire que moi, j'ai pas besoin de conclure, je trouve pas du tout normal qu'il conclue par l'apport extraordinaire que ce dossier fait par un rabbin ou par un évêque. On n'est pas en train de changer le mariage religieux. Il s'agit de mariage civil. Alors qu'on ne vienne pas nous parler des arguments. Bon, alors l'autre j'ai fait un débat avec un autre rabbin d'Alsace qui ne partage pas du tout Elisabeth. Oui. Elle s'adresse à Elisabeth parce que sur cette question de la naissance du désir d'enfant, parce que ce qui m'a beaucoup frappé dans le film, c'est un moment qui est très fort. On voit une jeune femme qui dit « Eh bien, moi, je suis homosexuelle, je vis avec ma compagne, ou une compagne durable ou pas, j'en sais rien, mais nous n'aurons pas d'enfants. Nous n'aurons pas d'enfants, nous sommes donc des ratés totales du système, le capitalisme ne pourra pas utiliser nos enfants, donc notre voie, c'est la révolution. » Et j'ajoute là-dessus un petit exemple très intéressant. Dans les conversations qu'elle mène avec Alice Schwarzer, Simone de Beauvoir est interrogée et Schwarzer lui dit « Quelles sont les recommandations que vous faites aux femmes ?» 73. La première recommandation, dit Beauvoir, c'est de travailler. La deuxième, dès lors dit-elle, et maintenant tout le monde va hurler, elle dit c'est de ne pas avoir d'enfants. Parce qu'elle se situe dans cette logique qui est la logique des années 70. Est-ce que cette logique est balayée par l'apparition irrépressible d'un désir d'enfant? Je voudrais qu'Elisabeth, qui nous éclaire tellement, nous éclaire là-dessus. Non. Je réponds très vite, non. Oui, parce que je vois que Monique Isselet veut parler aussi. Pardon. Non, ça n'est pas balayé. Ce qui est apparu, c'est autre chose. C'est que, précisément, la dépénalisation, toutes ces luttes ont permis aujourd'hui, et puis je rappelle l'épidémie de sida pour les hommes, c'est-à-dire la mort inscrite dans leur vie, qui a, à mon avis, joué un très grand rôle dans la révélation du désir de transmettre, et pas seulement des biens matériels, de transmettre la vie. Ça a beaucoup joué. Et donc, il y a une génération nouvelle qui peut-être peut parfaitement se réclamer des combats de Simone de Beauvoir, mais qui, au fond, a bénéficié de tous ces combats pour avoir aujourd'hui envie d'enfant. Mais j'ajoute que tout le monde est libre de ne pas en avoir. Simplement. Heureusement. Mais heureusement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le problème, c'est qu'il y a eu des slogans. Monique Isselet, allez-y, je vous en prie. Mais Elisabeth a raison, parce que écoutez, ne pas avoir d'enfants continue mais d'être indiscriminant aujourd'hui. Continue d'être indiscriminant. Ça va l'être de moins en moins. De moins en moins, mais ça continue d'être. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Je voudrais qu'on laisse la parole à Monique Isselet, s'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Est-ce que ça a été quelque chose de discriminant ou pas, le fait de ne pas avoir d'enfant? J'ai pas compris j'ai pas compris. Ça a été discriminant ou pas de ne pas avoir d'enfant? Est-ce que c'était... Oui, mais tout était discriminant, surtout de ne pas avoir de mec. Voilà, une femme sans mec, ça veut dire une femme qui n'a pas été désirée par un mec. Célibataire n'existait pas, c'était pas un mot qui était à la mode, c'était une fille laissée pour compte, qui n'avait pas eu la chance de plaire aux garçons. Voilà, on était homosexuel ou vieille fille, c'est pour ça que j'ai choisi, moi, partout où j'ai pu, de m'affirmer comme homosexuel, parce qu'il n'était pas question que je passe pour une vieille fille, c'était tout le contraire, ma vie n'avait été que joyeuse et faite de séduction, je veux dire, me soupçonner d'être une vieille fille, d'être pas désirée, c'était le comble du comble, vous voyez ce que je veux dire? La lutte, elle a été pour moi
très tôt, individuel, pour survivre. Et ma vérité, mon père et ma mère, tous les deux pour des raisons différentes, m'ont mis en premier la grande valeur qu'est la vérité. Mon père pour des raisons éthiques, et que j'ai trop long à expliquer, et ma mère parce que ma mère ne voulait pas passer pour une imbécile. On ne pouvait pas mentir dans ma famille. On ne pouvait pas mentir. Et j'ai été élevée... Et donc vous n'avez pas menti. Pardon ? Et donc non, vous n'avez pas menti. Justement pas. Ça a été là. C'est pour ça que j'ai fait une psychanalyse, pour aller chercher la vérité. Ce qui est dangereux. Une psychanalyse rescapée, Elisabeth, ça veut dire, j'ai voulu dire par là, que entreprendre une psychanalyse, lacanienne surtout en plus, c'est pas pour se soigner, c'est pour savoir. Et savoir est dangereux. Et j'ai couru ce risque. J'ai couru ce risque avec mes contemporains. Parce que tout de même, c'est pas facile de s'annoncer homosexuel. C'est pas facile. On court ce qu'il y a de pire, le rejet. Est-ce que vous avez pensé que vous avez fait quelque chose à l'époque, vous, qui aide les générations d'aujourd'hui, ceux qui ont je recommande. Pardon, j'aide dans ce sens. Allez-y. Voilà. Vous avez la parole, Monique Isley. Oui, allez-y, on a le temps. Je suis impressionné par France Culture, qui est ma chaîne habituelle. J'espère bien. Attendez, c'est bien la bonne des choses. Je veux dire par là que oui, si on entend ce que je dis, à savoir se dresser en face des adversaires, avec cette vérité qu'on est sûr de transporter, on est gagnant à partir de ça. On est fort à partir de ça. Et la lutte, elle est individuelle, elle n'est pas de comme tout le monde. Voilà ce qui m'interpelle. J'ai pas l'habitude d'avoir comment, c'est pas vrai. C'est pas la même chose de vivre, quand on est une fille, de vivre 1 heure, 1 semaine, 3 ans avec une fille. C'est pas seulement sur la sexualité, c'est un mode de vie qui est différent. Donc on va pas tout à coup ressembler aux autres. Enfin, avec ce mariage qui est tellement une institution qui prouve combien c'est difficile de s'y maintenir. Est-ce qu'on a besoin d'un contrat pour s'aimer ? Je veux dire, le mariage tel qu'il est, il est déjà à revoir. La bague au doigt, pour moi, excusez-moi, c'est le bracelet électronique. Point final. Voilà, moi je critique beaucoup ce mariage-là. C'est pour ça. Par ailleurs, comme dit une de mes amies, je suis contre ceux qui sont contre. Comment percevez-vous que ceux qui les réclament aujourd'hui sont issus directement dans leur liberté de revendication, cette liberté-là en tout cas, qu'on soit d'accord ou pas, c'est vous qui l'avez initiée, c'est vous qui avez donné la force aujourd'hui. Probablement, c'est vrai. Même si vous n'êtes pas d'accord. Oui. Sébastien Lifshitz qui est d'une patience d'ange. Sébastien Lifshitz sur ces questions. Est-ce que vous aviez un peu ces questions-là en tête en faisant le film ou pas nécessairement ? Bon, moi, j'étais d'abord à l'écoute des témoins et de ce qu'ils avaient à dire, mais il y a une chose que je constate, c'est que la société, c'est un corps vivant. On ne peut pas la figer dans des modèles, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou non, ces familles homoparentales existent. Donc, il est du devoir pour moi des hommes politiques de trouver un cadre législatif pour protéger à la fois les parents et les enfants. Ça, pour moi, c'est la base, si vous voulez. Que maintenant, dans l'histoire de Monique et dans l'histoire des gens de cette génération, ils expriment justement... leurs valeurs, en fait, qui ont été les leurs pour justement s'affirmer et vivre enfin leur homosexualité, c'est-à-dire, comme il disait, ne pas reproduire les schémas archaïques, celui bourgeois, d'une société patriarcale, comme il disait, ne surtout pas reproduire la famille hétéroflique, si vous voulez. Donc, il y avait cette volonté absolue de détruire ce modèle familial et de s'inventer autrement. Mais aujourd'hui, évidemment, les gens de ma génération ont une autre histoire. Nous, on a été à la fois les héritiers des gens de cette génération, mais on a quand même vécu, je pense, l'homosexualité de façon beaucoup plus normative, si vous voulez. Il y a quand même une visibilité aujourd'hui qui est énorme de l'homosexualité. Elle est présente partout, donc on ne peut pas faire comme si la société n'avait pas changé. Elle a changé. Normative et aussi dangereuse avec les années SIDA, tout de même. Oui, non, mais ils sont rajoutés évidemment, dès les années 80. Mais comme disait Elisabeth, je pense que aussi cette question du sida nous a beaucoup marqué, et peut-être que le désir, à un moment, de trouver des modèles peut-être plus normatifs, de famille, avoir des enfants, etc., et comme une évolution, dans le fond, très, très légitime et normale, en fait. Alors, Pardon, Elisabeth, allez-y. Je voudrais quand même dire un mot sur les psychanalystes. Comment vont-ils accueillir les enfants de parents homosexuels avec de telles positions ?
On parlait des psychanalystes qui sont contre. Mais bien sûr, et surtout des pédopsychiatres qui ont été cités par Brice Couturier, que j'avais d'ailleurs à côté de moi à l'audition. Heureusement qu'il y a d'autres pédopsychiatres qui peuvent les accueillir, mais pour moi c'est une interrogation. Quand on est praticien, on a le droit d'avoir des opinions. Mais tout de même, quand on est spécialiste de l'adoption, de la famille, etc., comment va-t-on faire avec ce genre de position? Je pense qu'il devrait s'abstenir de recevoir les enfants de parents homosexuels. C'est d'ailleurs ce que leur a dit Serge Effès, qui lui aussi est pédopsychiatre. Je suis très sensible à ce que dit Elisabeth tout de suite, parce qu'on va assister avec un décalage à ce qui s'est passé à une époque où certains psychiatres ou psychanalystes n'accueillaient pas volontiers des patients homosexuels, et j'ai connu des gens qui disaient « je vais chercher un psychiatre ou un psychanalyste homosexuel parce que sinon je vais être obligé de me ranger ». Mais il y avait pire que ça, on interdisait pendant 60 ans, c'est tout à fait nouveau, c'est 98, les psychanalystes homosexuels étaient interdits de pratique. Il a fallu, c'est toute une histoire, leur outing. Ce sera la génération des enfants maintenant qu'on risque de reproduire. C'est depuis 98 que les psychanalystes sont... Et la question que Excusez-moi, la psychanalyse n'intéresse pas toute la population. Il y a même toute une population qui ne sait même pas de quoi on parle. Moi, j'ai participé à des animations dans 7 villes de province pendant 2 mois. J'ai vu des salles de cinéma qui m'ont beaucoup impressionné par les questions qui sont posées, par les commentaires qui sont faits par rapport au film. Ça a été très émouvant pour moi. J'ai vu 5 fois le film, et pendant 5 fois, parce que j'avais besoin, pour animer le débat qui suivait la projection, de sentir la salle. Donc j'étais dans la salle avec les gens à Annecy, à cette ville. Je veux dire, ça a été la grande aventure. Comment vous expliquez que la réception de ce film... J'ai perdu le fil. Comment expliquez-vous la réception de ce film, la si bonne réception de ce film, justement? Il interroge sur... Oui, j'ai été interrogé plein de fois sur comment on fait pour survivre quand on est aussi marginal. Parce que ces gens de province, c'est pas les homos du Marais. Attention, c'est pas réglé pour eux. Beaucoup frôlent encore les murs en province. Il faut pas croire que tout est réglé, comme tout le monde. Je pourrais comprendre quelque part que ces gens-là l'aspirent, parce qu'il y en a assez d'être traités de PD. Il y en a assez. Je peux comprendre. C'est pour ça que je dis toujours, c'est leur combat. Et c'est un combat qui a l'air très important. Parce que comme tout le monde, ça veut dire échapper à la ségrégation. C'est sûr. Bon, mais j'ai pas connu ces luttes. J'ai pas fini de dire quelque chose. Oui. Mais on arrive au bout en plus, donc allez-y. Non, finissez, Monique. J'ai oublié. Je voudrais dire un mot quand même. Vous avez dit que la psychanalyse n'intéresse pas tout le monde, mais la pédopsychiatrie, oui. Et la pédopsychiatrie, c'est... je sais ce que je voulais dire. La pédopsychiatrie, c'est Elisabeth, je sais ce que je voulais dire. Tous les services hospitaliers. Excuse-moi. On arrive au bout. J'ai souvent, dans mes débats, débordé, et j'ai été amené à faire rire en même temps, parce que c'était très grave. Vraiment, je voudrais donner un aperçu de ce que sont ces salles de cinéma, avec des gens qui rament, c'est eux les invisibles aussi, qui rament pour donner de la culture aux gens, qui rament pour montrer des beaux films avec des débats, qui rament pour montrer des beaux livres. Je veux dire, j'ai rencontré des gens étonnants qui m'ont reçu. Je suis rien à côté de ces gens-là. Donc, je voulais dire par là que quelquefois, en débordant, j'ai cité Lacan, parce que c'est vrai que 7 ans sur un divan, je veux dire, c'était une grande aventure aussi. Après, c'est Sébastien la grande aventure, je regrette. C'est Sébastien. Oui, je compare. L'écoute de Sébastien m'a rappelé l'écoute sur un divan. Voilà ce qu'a été l'écoute de Sébastien. Sébastien Lifshitz, avec un L comme Lacan. Après, j'ai fini. Non, mais Lacan... Non, on arrête. Non, on va rester sur Lacan. J'ai fini. J'ai cité donc, dans mes débordements, 1 ou 2 fois Lacan. Et la réponse, on ne connaît pas Lacan. Plusieurs fois. Non, on ne connaît pas. Le doigt se levait, je ne connais pas Lacan, mais j'entends ce que vous dites. Voilà, c'était ça que je voulais replacer dans notre époque. Sébastien Lifshitz, nous arrivons au bout. Je vais peut-être essayer de vous laisser dire encore un dernier petit mot. Le film continue sa carrière, Les Invisibles. Vous pensez qu'il peut tout de même avoir un effet justement sur les débats d'aujourd'hui? Parce qu'encore une fois, je rappelle au fond ce film si calme où jamais rien n'est revendiqué sur les positions actuelles, où les choses sont assumées, les passés sont évidemment cités, il y a comme une sorte de récit de chacun autobiographique, mais c'est vrai que le film semble
au fond, dire assez simplement, voilà, qu'il y a des gens, tout simplement, qui vivent ensemble et qui ont juste envie qu'on les laisse vivre ensemble et qu'on leur foute la paix, quoi. Non, mais disons qu'il y a une chose quand même que je voudrais rappeler, c'est que le film n'est pas sur le mariage et l'adoption. Il ne pose pas ces questions. Mais je peux comprendre que, puisqu'il sort dans cette actualité, qui crée une sorte de résonance. Ce qui m'intéresse, moi, par rapport au débat là, sur lequel on parle aujourd'hui, c'est que les gens s'aperçoivent que les homosexuels ont une histoire qui a été très changeante, que les homosexuels d'hier ont eu des revendications, des modèles d'identification qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et je trouve qu'il est bien de rappeler, par exemple, à tout le monde, pas qu'aux homos d'ailleurs, quelle est cette histoire, parce qu'elle raconte aussi l'évolution de la société française des 60 dernières années sur les mœurs, la famille, la sexualité, l'amour, etc. Le film, il y a une sorte de fil rouge quand même qui traverse ces destins d'anonymes et qui raconte l'évolution de la société. Les Invisibles, Sébastien Lifshitz est dans toutes les salles, toutes les bonnes salles en France aujourd'hui.